Bien, bonjour à tous. Déjà pour introduire un peu cette table ronde, du coup, il est connu que les ponts sont susceptibles d'héberger des chauves-souris pour tout type de leur gîte, donc maternité, hibernation, gîte de transit. En fait, la théorie, c'est que les ponts offrent notamment une protection pour passer sous les routes à l'abri du trafic et ils protègent du coup les chauves-souris des prédateurs. Et du coup, ce seraient deux des raisons pour lesquelles ils hébergent des chauves-souris. Une trentaine d'espèces peuvent occuper les ponts. On peut citer notamment le murin de Banton, le murin de Latéraire ou encore le grand murin, par exemple. Cette table ronde sert à avoir du coup des retours d'expérience sur la prise en compte de ces espèces protégées dans les ouvrages d'art et à avoir des points de vue différents sur les contraintes rencontrées et aussi pour la mise en concordance du coup des enjeux biologiques et techniques par rapport au chantier et aux projets engagés au niveau des ponts. Alors bonjour à tous, moi je suis Marie Lelay, je suis chargée de mission études et protection au groupe Mammalogique Breton et donc avec Denis Le Petit qui est chef de l'unité ouvrage d'art au département de Loire-Atlantique, on va vous présenter un peu nos travaux qu'on réalise sur les ouvrages d'art en Loire-Atlantique. Donc je vous entends bien, je suis présent. Super, merci Denis. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, un état des lieux des populations des chauves-souris en Loire-Atlantique. Donc, on a 22 espèces de chauves-souris dans le département qui sont évidemment toutes protégées par la loi. Donc, il est interdit de les détruire, enlever, naturaliser et de perturber les individus ou les gîtes qu'elles fréquentent. Et il y a certaines espèces donc plus vulnérables qui sont classées d'intérêt communautaire au niveau européen. Donc, différentes menaces pèsent sur les populations de chiroptères donc en France et puis aussi en Loire-Atlantique, donc comme les pesticides, la dégradation des paysages ruraux, la destruction directe, les éoliennes ou encore la raréfaction de l'habitat disponible dans le bâti. Donc, c'est plutôt sur cet axe-là que les ouvrages d'art interviennent. L'intérêt des ponts pour les chauves-souris, alors on a une utilisation potentielle tout au long de l'année, donc soit en hiver où on va accueillir un plus grand nombre d'espèces, donc grâce à des petites fissures ou des disjointements très réduits qui vont offrir en fait un environnement idéal pour l'hibernation, donc avec une température et une hygrométrie favorable. En été, on va accueillir quelques espèces spécialisées qui établissent leur maternité dans les ponts, donc dans des espaces plus ouverts qui permettent d'accueillir plusieurs individus. Et aussi, on a une utilisation toute l'année par certains individus, donc comme les mâles, qui peuvent utiliser aussi bien en hiver qu'en été et aux autres périodes de l'année. Je laisse Denis continuer sur notre convention de partenariat donc entre le département de Loire-Atlantique et le groupe Mammalogique Breton. Oui, merci. Notre intervention, alors effectivement, nous sommes gestionnaires d'un patrimoine ouvrage d'art, hein, puisque c'est l'ensemble des ponts, des viaducs, etc., qui sont sur les routes départementales. On a besoin de les entretenir, de les conforter. Et dans ce cadre-là, on sait qu'on a des chauves-souris qui habitent ces ouvrages. Et donc, depuis 2011, en fait, on a mis en place une convention avec le groupe Mammalogique Breton. Alors, c'est une convention sur 4 ans qui est renouvelée périodiquement, et de manière à pouvoir prendre en compte les chauves-souris à chaque fois qu'on fait des travaux d'entretien. Donc, à chaque fois, chaque année, en fait, on a un programme d'action, hein, que ce soit des entretiens préventifs ou que ce soit des grosses opérations de restauration. Et on associe dès le départ le groupe Mammalogique Breton pour voir si sur ces ouvrages, il y a un enjeu chiroptère ou pas. Hein, donc, parce qu'il faut savoir effectivement qu'on a plusieurs milliers d'individus dans les ponts. Hein, et dans ce cadre-là, donc, on fait intervenir le groupe Mammalogique Breton qui fait plusieurs types d'expertise que va vous détailler Marie par la suite.
Oui, alors du coup, en fait, le département nous envoie une liste en année N-1 de tous les ponts qui vont devoir nécessiter des travaux. Et donc, on va avoir plusieurs étapes dans nos expertises. Donc, dans un premier temps, on va faire 2 rapports, en quelque sorte, un diagnostic hivernal et estival, sur l'ensemble des ouvrages qui sont concernés par des travaux, pour voir l'intérêt donc pour les chauves-souris de ces ouvrages. Ensuite, on va avoir des suivis des travaux et un sauvetage éventuel des chiroptères quand il y a nécessité. Un suivi des recommandations des ouvrages après travaux, donc pendant 2 à 5 ans, et certaines interventions exceptionnelles. Alors, je vais vous détailler chacune des étapes. Donc, pour les diagnostics hivernaux, donc on va analyser les ouvrages qui sont soumis à intervention. Donc, on va prospecter, voir les fissures favorables, s'il y a présence de chiroptères ou pas. On va apporter des préconisations en fait visant à prendre en compte donc les chauves-souris pendant les travaux. Et si jamais il y a présence de chauves-souris, on va donner un avis de ne pas réaliser de travaux avant le diagnostic d'été. Donc en hiver, en fait, les ponts les plus favorables, c'est les ponts épais, donc les ponts qui sont bien enterrés, qui vont permettre d'avoir une hygrométrie et une température favorable pour les chauves-souris. Ensuite, les diagnostics estivaux, donc tous les ouvrages qui ont été notés favorables pendant l'hiver, donc on va être prospectés en été au mois de juin. Et si à nouveau il y a une présence de chauves-souris, donc des colonies de mise bas ou des individus isolés, donc nos recommandations vont être de ne pas effectuer de travaux avant la période de septembre-octobre quand les animaux seront partis. Et on va donner donc plusieurs préconisations pour la prise en compte des chauves-souris donc pendant les travaux. Ensuite, si jamais, alors dans certains cas, on essaye de demander d'éviter au maximum de faire les travaux pendant les périodes où les chauves-souris sont présentes, mais des fois, c'est pas évident, c'est pas toujours possible. Donc, en fait, on va intervenir, c'est ça qu'on appelle sauvetage éventuel des chauves-souris, c'est qu'on va aller sous les ponts et on va aller marquer donc les fissures qui sont favorables pour que les agents d'entretien n'y touchent pas ou le mieux possible. On va s'assurer donc qu'il n'y a pas de chauve-souris pendant les travaux. Donc pour ça, on va aller la veille du commencement des travaux. Pendant la nuit, on va aller analyser en fait les fissures, voir où il y a des chauves-souris qui sont présentes. On va attendre qu'elles s'en aillent durant la nuit et on va venir boucher en fait les fissures pour être sûr qu'elles ne reviennent pas pendant la nuit. Ces fissures vont rester bouchées en fait tout le long des travaux et on les débouchera à la fin pour que les fissures puissent accueillir de nouveau les chauves-souris. Ensuite, donc c'est important aussi de suivre la recolonisation de ces ponts qui ont subi des travaux par les chauves-souris. Donc, on va réaliser des suivis pendant 2 ans. Donc, on va faire des sorties, des prospections hivernales et estivales pour voir si les fissures qu'on a conservées ont réaccueilli des chauves-souris. Et ensuite, on va évaluer donc pendant 5 ans la réussite et la pertinence des préconisations qu'on a amenées au département. Et on va produire donc 2 rapports. Un pour l'hiver et un pour l'été au service ouvrage d'art du département par rapport à ces préconisations et aux résultats qu'on a pu observer. Je vais laisser la parole à Denis pour présenter la mise en place du label refuge pour les chauves-souris sous les ouvrages d'art. Oui, alors ça c'est la deuxième action qu'on a lancée chez nous au niveau du département, hein, c'est que bien sûr, intervenir sur les ouvrages qui font l'objet de travaux, bon, c'est ce qu'on vient de voir, mais on a quand même un patrimoine assez important d'ouvrages. Et on est parti sur le principe de dire, ces ouvrages-là qui sont habités par les chauves-souris, qui sont fortement favorables, non seulement ces ouvrages font l'objet de travaux, mais ils font aussi l'objet d'entretien. Et donc, il ne faudrait pas non plus que l'entretien soit fait n'importe comment. Donc, en fait, depuis 2017, on a engagé avec le groupe Mammalogie Breton cette démarche et sur l'ensemble de nos ouvrages. Alors, en fait, on a actuellement 850 ponts qui franchissent les rivières, hein, donc des ponts qui ont une ouverture de plus de 2 mètres. Et sur ces 850, en fait, on a demandé au groupe Mammalogie Breton de faire un diagnostic pour savoir si ces ouvrages étaient
intéressant ou pas pour les chauves-souris. Parce qu'effectivement, un vieil ouvrage en maçonnerie pierre va être très intéressant, hein, normalement. Un ouvrage qui est en béton, un cadre, c'est peut-être pas forcément intéressant. Donc, on a voulu vraiment identifier ce qui était intéressant et finalement, sur les 850, il y en a 348 qui sont soit habités, soit sont fortement intéressants pour les chauves-souris, hein, que ce soit pour une utilisation ponctuelle. Et donc, sur ces 348, en fait, on les a labellisés chauves-souris, avec une convention avec le GMB qui nous permet, nous, de notre côté, eh bien, de pratiquer une gestion rigoureuse par rapport à la chauve-souris. D'une part, par rapport aux visites, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, chaque ouvrage d'art fait l'objet d'inspections périodiques, hein, pour voir si effectivement l'ouvrage il a des problèmes particuliers, hein, ça peut être des fissures, ça peut être des affouillements suite à des crues, etc. Donc pour la sécurité des usagers, nous on a tout un processus qui nous permet d'inspecter nos ouvrages d'art, donc avec des périodes particulières. On a notamment un contrôle annuel tous les ans et on a aussi ce qu'on appelle une visite triennale. C'est vraiment une inspection beaucoup plus complète avec procès-verbal tous les 3 ans. Et donc là, on demande aux visiteurs d'intervenir en fait à des périodes bien particulières pour ne pas gêner les chauves-souris. Bien entendu aussi, de respecter aussi des périodes de travaux. Alors quand je dis de travaux, c'est travaux d'entretien, puisqu'on a soit des petits travaux d'entretien, que ce soit du traitement de la végétation, hein, par exemple, ne pas intervenir n'importe comment. Consulter des spécialistes, effectivement, lorsqu'il y a des travaux, hein, et notamment le GMB. Si on fait des travaux à ce moment-là, ben, on fait comme on vient de dire précédemment, c'est-à-dire qu'on fait intervenir le GMB à chaque fois qu'on a des travaux qui sont envisagés sur ces ouvrages. Ensuite, acquérir et installer des gîtes de substitution. Alors ça peut arriver effectivement lorsqu'on fait des travaux où on a besoin de temps en temps, lorsqu'il y a des fractures, eh bien c'est dommageable pour l'ouvrage. Ils sont habités par les chauves-souris. Bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose quand même, quoi. Donc, on va faire en sorte de pouvoir le travailler sur l'ouvrage sans forcément le gêner, ou si on est obligé de faire un impact, de compenser. Et à ce moment-là, on installe des gîtes de substitution. Et puis, notamment, effectivement, est-ce que les produits chimiques, mais ça, de toute façon, les produits toxiques, c'est interdit depuis déjà de nombreuses années. Donc, chaque ouvrage fait l'objet d'une petite plaquette avec indiqué qui permet notamment non seulement à nos agents d'exploitation, hein, d'entretien, de bien identifier ces ouvrages-là, mais aussi peut-être les pêcheurs, les promeneurs, de savoir effectivement cet ouvrage est considéré comme refuge. Et là, on voit, voilà, sur la carte du département, le nombre, enfin, l'ensemble des ouvrages qui sont donc identifiés rechutes-sauveries. Donc, c'est un petit peu sur l'ensemble du département. Voilà. Bon, il y a des zones qui sont un petit peu moins, notamment au niveau de l'agglomération de Nantes, mais ça, l'agglomération de Nantes, on n'a pas de route à cet endroit-là, donc c'est un peu pour ça. Et puis oui, je te coupe 2 secondes, Denis, oui. C'est juste pour compléter, oui, sur l'agglomération de Nantes, en fait, donc qui dépend pas du département. On a un programme aussi, donc qui a commencé cette année, donc exactement pareil que pour le département. On va prospecter tous les ponts et essayer de voir les ouvrages favorables. Donc en fait, cette carte pourra être complétée donc suite à ce diagnostic de Nantes Métropole. Oui, effectivement, ça pourrait être complété au niveau de l'ensemble du département. Oui. Alors, nous, en fait, au niveau de d'organisation, effectivement, on a des services qui sont centraux, on a des services qui sont sur le terrain. On a identifié des ouvrages sur lesquels ils sont considérés comme refuges. C'est bien, il y a une plaquette d'information, mais on va aller au-delà. C'est dire notamment aux agents d'entretien, attention, ne pas faire n'importe quoi sur ces ouvrages-là. Donc, en fait, cette année, nous avons élaboré en fait un guide pour l'entretien de ces ouvrages qui permet de dire, pendant les actions de surveillance, qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Donc, veiller que les cavités et les fissures ne soient pas bouchées, veiller que l'état des gîtes artificiels, est-ce qu'ils sont toujours en bon état ou pas, s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction au niveau des accès, c'est aussi s'assurer que l'ouvrage n'a pas d'embâcle, hein, parce que s'il a des embâcles, il pourrait effectivement entraîner une remontée d'eau et à ce moment-là noyer les chauves-souris. Prévenir le groupe mammalogie breton s'il y a une présence de colonies importante qui n'était pas forcément imaginée, hein, donc toujours avoir un lien effectivement avec le groupe mammalogie breton.
Donc là, c'est la partie surveillance que je vous disais. Et encore, l'ensemble en plus de des informations, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'il y a une visite triennale, comme je vous ai dit, qui est réalisée, fait l'objet d'un procès-verbal qui est incorporé dans un logiciel de gestion de nos ouvrages. Et là, dans ce logiciel, est indiqué effectivement l'état aussi du gîte s'il y a quelque chose de particulier, quoi, hein. Ensuite, lors des travaux d'entretien, effectivement, bien stipuler aux agents d'entretien comment il faut faire et à quelle période il faut intervenir au niveau de l'enlèvement des végétations et puis l'enlèvement des embâcles. Et puis les travaux d'entretien, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire bien identifier les périodes d'intervention et puis de travailler avec le GMB. Donc en fait, un guide qui permet à l'ensemble de nos agents de voir comment on peut gérer ces ouvrages. Alors, dans le guide, effectivement, il y a le chapitre entretien, mais au départ, on essaie d'inculquer aussi un petit peu la connaissance, hein, et notamment, il y a un chapitre sur la chauve-souris et leur mode de vie, il y a un article sur, un chapitre sur pourquoi le pont, en fait, c'est un gîte qui est apprécié par les chauves-souris, et puis aussi, bien sûr, un chapitre sur la mise en place de la labellisation refuge. Voilà, donc c'est une information, c'est aussi lors des embauches aussi des agents d'entretien, c'est aussi des formations si nécessaire, quoi. Alors, donc ça, c'était pour tous les ouvrages donc, qui sont déjà construits et qui nécessitent des travaux, mais on a aussi des actions sur les ouvrages neufs. Donc, par exemple, soit des recommandations lors de la construction de l'ouvrage, soit par la pose de nichoirs. Donc, par exemple, on propose, donc, lorsqu'un nouvel ouvrage va être construit, d'intégrer des nichoirs donc, dans la masse de l'ouvrage, donc des briques ou autres, qui pourront en fait accueillir des chauves-souris malgré que le pont soit tout bétonné et qu'il n'ait pas l'air favorable comme ça. On préconise aussi de laisser des écarts d'environ 2 cm entre les éléments cadres de l'ouvrage et de ne pas les boucher avec du polystyrène comme on peut voir sur la photo de gauche là, et de laisser donc une profondeur d'environ 10 cm sur l'ensemble de la longueur pour pouvoir accueillir des grosses espèces comme les noctules, etc. Alors une petite diapo donc pour les gîtes d'été, donc pour l'intégration de nichoirs, mais cette fois-ci en façade, donc exposé donc côté soleil pour qu'il soit le plus chaud possible. Donc là sur la photo avec le nichoir bois, c'est pas de chez nous, c'est je sais plus dans quelle région, mais en fait c'était un peu pour montrer en fait c'est un ouvrage bois qui a été construit donc sur un ouvrage neuf et qui coulisse en fait pour faciliter la prospection des naturalistes et voir s'ils sont occupés. Et sinon, vous avez 2 petits liens, donc je pense que vous les connaissez déjà, mais pour commander certains modèles de nichoirs qui peuvent être donc intégrés sur les façades de pont. Merci pour votre attention et on est dispo pour des questions. D'une part, peut-être donner la parole à Madame Prince, Cécile Prince, qui avait une question. Oui, tout à fait. Merci déjà pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Je voulais juste savoir, je ne sais pas si ça avait été précisé, mais c'est une question de curiosité, s'il y avait des systèmes d'anti-retour qui étaient mis avant qu'il y ait l'élaboration des travaux sur les ponts, et notamment en quoi étaient constitués ces systèmes d'anti-retour pour avoir un petit peu des détails. Alors, on n'a pas essayé ce type de système. En fait, nous, les fissures qui sont occupées, donc c'est ça, on attend que les chauves-souris s'en aillent à la nuit et en fait, on les bouche simplement avec du carton ou du papier journal. On les bouche en fait de cette façon-là jusqu'à la fin des travaux avant que les chauves-souris... et on les débouche ensuite pour permettre aux chauves-souris de revenir à l'intérieur. Mais à ma connaissance, on n'a pas utilisé de système anti-retour comme ça. D'accord, ok. Parce que je pense que ça pourrait quand même être intéressant. On ne sait jamais, peut-être que certains individus sont vraiment très très au fond. C'est un peu compliqué des fois. Oui. D'accord. Bon, bah, super. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. C'est super. Ok. Maintenant, on peut peut-être donner la parole à Monsieur Roussel.
Sur les prospections qui ne sont pas faites au printemps et à l'automne, puisqu'il y a aussi de l'occupation à ce moment-là. Et puis l'autre question, c'était sur, vous ne faites pas de dossier à minima pour dérangement d'espèces protégées? Alors moi, je vais répondre sur la partie diag. En fait, on réalise un diagnostic à l'hiver et si on voit la présence de chauves-souris pendant l'hiver ou qu'on a connaissance de colonies pendant l'été, en fait, il n'y a rien qui est fait avant la période favorable. En fait, on demande au département de ne pas toucher à ces ponts, sauf voilà, au moment de la période où on peut réaliser les travaux. Maintenant, pour les dérogations, je ne sais pas, Denis, si tu as une réponse. Non, on ne fait pas de dossier. En fait, on fait en sorte d'intervenir aux périodes les moins impactantes, les plus propices, quoi, hein, puisque généralement, nous, on intervient plutôt au mois de septembre-octobre. D'accord, mais du coup, si les mesures que vous avez décrites paraissent bonnes et efficaces, mais il y a quand même un dérangement. Donc, au niveau de la loi, je ne suis pas sûr que du coup, vous soyez dans les clous si toutefois quelqu'un venait à vous enquiquiner avec ça, quoi. Voilà, c'est pour ça que je posais la question. Après, voilà, tout est suivi. Enfin, on travaille vraiment ensemble et on essaye de faire au mieux pour les chauves-souris. Et c'est ça, en fait, c'est que si jamais il y a des individus qui sont quand même présents au moment où on doit faire les travaux, on essaye un maximum de conserver les fissures où sont présents les individus, de les boucher le temps des travaux pour éviter de détruire directement les individus. On essaye de faire au maximum pour voilà, pour que les deux organismes puissent voilà, réaliser ce qu'ils ont besoin. Sophie, depuis Cardinature, on peut souligner que là, on a quand même un département qui est exemplaire dans sa démarche et qui travaille avec l'UMB, qui sur le fond fait les choses techniquement très très bien. Sur la forme, oui, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, mais pensons à tous les autres départements qui ne le font pas et auquel cas, eux, pour le coup, devraient plutôt lancer des procédures. Ah, mais je vous rejoins complètement, mais c'était, voilà, comme je m'interrogeais là-dessus, savoir si finalement c'était possible, parce qu'il y en a aussi beaucoup, je pense, qui ne veulent pas se lancer là-dedans par peur de justement de lancer une usine à gaz. Et voilà, je vois moi dans ma région, déjà, s'il n'y a pas d'inventaire 4 saisons, les dossiers ils sont pas acceptés, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de poser ces questions pour avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce qui était possible ou pas de faire aussi de notre côté. Voilà. Vous, dans votre région, il y a des arrêtés préfectoraux, des demandes de dérogue pour des travaux, des ouvrages d'art? Ah bah oui. Super. Alors après, je dirais pas sur tous, mais en tout cas, dès que c'est des ponts un peu importants, souvent il y a un inventaire 4 saisons qui est lancé. Et s'il doit y avoir dossier de dérogation, les dossiers de dérogation est fait, quoi. Impec. Voilà. Oui, alors si je peux intervenir, après, je ne sais pas combien de dossiers vous avez, hein, mais moi je vois sur nos ouvrages d'art, c'est une vingtaine d'opérations par an, quoi, hein. Donc ça fait beaucoup, hein. C'est 20 ouvrages, hein. 20 ouvrages. Oui, non, mais c'est justement aussi toute la complexité de ces dossiers, finalement, parce que vous avez une certaine urgence dans la réalisation de vos travaux. S'il doit y avoir justement des dossiers de dérogation, en général, c'est un an. C'est un an. D'où une anticipation très, très importante. Et vu la quantité que vous me citez, effectivement, tout de suite, ça devient très, très compliqué et il faut trouver aussi les acteurs pour pouvoir réaliser tout ça. Donc, voilà. Oui, parce que, enfin, je vais vous dire, hein, l'exemple de chez nous, hein, on a des opérations qui sont effectivement très impactantes, parce que lorsque, par exemple, on reconstruit, s'il faut détruire un ouvrage pour en reconstruire un autre, ça c'est sûr. Bon, on a quelques opérations comme ça qui sont à étudier sur 1 ou 2 ans précédents les travaux.
Par contre, on a aussi beaucoup de travaux qui sont faits par où c'est tout simplement du rejointoiement, par exemple, et qui peut être beaucoup plus impactant pour les chauves-souris et qui sont faits assez souvent, qui peuvent être faits par ailleurs aussi par les équipes de chez nous, sans forcément à ce qu'ils aient une connaissance. Je ne sais pas comment c'est dans les autres départements, mais nous, on a voulu faire en sorte de dire attention, ne pas intervenir sur un ouvrage. Il faut qu'on fasse, nous, de notre côté, au préalable, des diagnostics, quoi. Ah ouais, très bien, mais je salue la démarche. Ouais. C'était juste sur l'aspect réglementaire que je m'interrogeais. Ouais. Après, la démarche, elle est très vertueuse et effectivement, je rejoins le précédent commentaire. Si tous les départements pouvaient être comme ça serait formidable pour les chauves-souris. Donc voilà. Mais... Ok, on va prendre du coup une autre question de Monsieur Chevarin. Sinon, je peux la poser. Bon, je vais la poser du coup. Monsieur Chevarin me demandait comment la mémoire des diag est archivée dans le cadre des inspections et ou du changement des agents. Ah bah, de toute façon, comme j'ai dit, déjà, enfin bon, nous, chaque ouvrage fait l'objet d'inspection et chaque PV d'inspection tous les 3 ans est consigné dans un logiciel de toute façon de gestion. Hein. Et lorsqu'il y a des diagnostics qui sont faits, ils sont consignés à l'intérieur. Donc en fait, on a cette mémoire qui est dans notre logiciel de gestion. Ok. Ouais. Les dernières questions, on va les faire du coup en toute fin pour remettre à la suite des 3 diapos. On va passer à l'intervention suivante de M. Backert. Donc effectivement, Jérôme Bacard, donc je suis chargé de mission environnement au département du Nord et je m'occupe de la gestion des espaces naturels du Nord, donc les ENS, pour le secteur de l'Île et des Monts de Flandre. Donc ma présentation concerne plutôt des études qui étaient menées lorsque j'étais donc il y a un peu plus d'1 an encore dans le Pas-de-Calais. L'idée en fait de ces études était de savoir si les ouvrages d'art étaient utilisables pour la faune en général. Alors ça s'adressait pas qu'aux chiroptères, pour on va dire assurer la continuité écologique. Donc cette étude-là a été menée dans le cadre d'un document d'une démarche un peu plus grande, puisqu'il y a eu adoption d'un dossier d'organisation de la gestion différenciée des dépendances routières en 2014 par le département du Pas-de-Calais, dans le cadre de son agenda 21. Donc en gros, c'est comment on va gérer plus écologiquement les bords de route. Et dans ce dossier d'organisation, il était prévu d'écrire des plans d'intervention pour la gestion différenciée, qui étaient des déclinaisons territoriales et qui, eux, pouvaient intégrer des enjeux un peu plus importants ou différents. Et c'était notamment l'intégration de la gestion des délaissés routiers, des bassins de récupération des eaux et aussi des ouvrages d'art. Donc une dimension un petit peu plus grande que juste le bord de route. Donc en parallèle, il y a eu un poste de créé, alors il y a on va dire 7 ans, je pense, un poste spécifique d'ingénierie écologue pour accompagner au niveau du département, donc hors politique ENS, les missions du département pour intégrer les questions de biodiversité. Donc c'est en gros intégrer la biodiversité dans les questions de voirie routière, dans les questions de gestion des voies vertes et de la randonnée, et aussi dans les questions de construction de collèges. Donc, on a été amené à définir une méthodologie d'analyse d'un certain nombre de choses, alors surtout avec la voirie, c'était le premier travail qui a été lancé. Donc, on a lancé des études sur les bords de route, notamment pour identifier la présence d'espèces floristiques intéressantes. On a lancé des diagnostics sur les bassins, sur la flore et la faune, avec des retours assez surprenants, notamment sur les amphibiens. Et puis, effectivement, on a réalisé des inventaires, notamment sur les ouvrages d'art.
Donc globalement, cette étude, elle a touché, enfin actuellement, elle est en train de toucher parce que globalement, c'est une mise en œuvre progressive, hein, puisque effectivement, c'est relativement long de faire des diagnostics. Et donc, on a réussi à toucher, donc depuis quelques années, 4 territoires sur les 7 du département du Pas-de-Calais. Donc, ça représente 251 ouvrages sur les 1633 ouvrages du département. Donc, c'est quand même voilà, une quantité non négligeable, hein. Effectivement, vous voyez dans la présentation précédente, c'était un petit peu le même nombre d'ouvrages d'art. Et du coup, on a à peu près 30% des ouvrages d'art de chaque territoire qui ont été étudiés. Alors effectivement, on n'a pas pu étudier pour des raisons, on va dire, de temps et de capacité financière. On a dû faire un choix sur les ouvrages d'art qu'on souhaitait étudier. Alors comme j'évoquais, on ne regardait pas juste l'intérêt pour les chiroptères. Donc on a choisi principalement, donc le critère principal, c'était l'intersection de la route avec un cours d'eau. Donc effectivement, on n'a pas étudié les ouvrages d'art route-route ou route-voie ferrée qui sont forcément plus impactants et d'un moindre intérêt pour la connexion écologique. On a regardé effectivement s'il y avait à proximité des périmètres réglementaires, des éléments de trame verte et bleue ou des habitats qui étaient intéressants. Par la suite, on a aussi intégré, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs phases, hein, on a fait un territoire expérimental, puis un deuxième, puis après, on a un petit peu globalisé avec des bureaux d'études qui faisaient le travail, donc à ma place pour le coup. Et donc là, effectivement, pour être un petit peu précis, on a visualisé les fiches ouvrages d'art pour avoir déjà une première idée avant de se déplacer, enfin en tout cas avant de faire déplacer le bureau d'études. Et puis, on faisait aussi une petite évaluation on va dire avec la photo aérienne ou StreetMap ou des outils comme ça qui permettent d'avoir une petite idée du contexte sans devoir se déplacer. Alors, grosso modo, quelles étaient les cibles? Alors, comme j'évoquais, c'est pas que les chauves-souris. On étudiait tout ce qui était les potentialités sur la grande faune, sur les petits mammifères terrestres, la batraciens, les faunes volantes et les poissons. Donc l'objectif, c'était vraiment d'étudier si il y avait possibilité de passage et effectivement pour les chauves-souris, s'il y avait possibilité d'utilisation. Donc on regardait, donc c'est un petit peu le tableau de droite qui est présenté. On regardait les potentialités des milieux connexes. Donc effectivement, y a-t-il à proximité des milieux intéressants? Donc on voit qu'il y a certaines espèces qui chassent quand même à proximité de, notamment le murin de manteau qui chasse quand même à proximité de son gîte. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. On regardait les potentialités de guidage pour la faune. Donc y a-t-il en gros des haies, des mares, des murs, des grillages ou des cours d'eau qui vont venir accentuer l'effet de guidage vers ces ouvrages et donc rendre ces ouvrages plus optimales en termes de franchissement. Y a-t-il des obstacles? Y a-t-il des banquettes qui permettent de conduire la petite faune, notamment par le dessous? Y a-t-il des potentialités, comme j'évoquais, d'accueillir des chauves-souris? Et puis, en gros, une petite évaluation aussi de la dangerosité de la zone en analysant très rapidement, un petit peu au doigt mouillé, la densité du trafic et surtout la vitesse de circulation, qui est quand même un élément extrêmement important. Donc, en gros, globalement, ça donne ça quand on fait ce genre d'inventaire. On fait une petite route, on fait une petite carte avec qui identifie la zone. Donc, le point rose, c'est l'ouvrage. La ligne rose, c'est la route départementale. En jaune, c'est l'espace naturel sensible, parce qu'il là, il y a bien à proximité directe un espace naturel sensible. Et puis, effectivement, on se rend sur place et on voit qu'il y a, par exemple, photo en haut à droite, une belle ripiscive, en fait, qui permet d'assurer la continuité et d'avoir des terrains de chasse, notamment pour les chiroptères. On voit, par exemple, photo du milieu qui a une petite banquette sous l'ouvrage qui pourrait être utilisée par la petite faune, mais que malheureusement, elle n'est pas connectée à la berge et donc n'est pas fonctionnelle. Voilà, et puis on voit effectivement plus le contexte général pour voir un petit peu si la faune aura tendance à être guidée sur ces éléments-là. Donc, on travaille sur des échelles de valeur. Donc,
bon, par exemple, pour les potentialités de guidage, eh bien, on va de l'absence à un aménagement optimal. Donc là, par exemple, effectivement, la répiscible est, si ce n'est optimale, en tout cas au minimum bien structurée pour conduire notamment les chiroptères. Par contre, on va dire que par rapport à la petite faune, il y a des éléments qui sont bien plus intéressants à proximité, et donc il n'y avait pas forcément sur cet exemple-là de guidage particulier, si ce n'est le cours d'eau qui tend à faire barrage et donc à favoriser le passage au niveau de l'ouvrage d'art. Par rapport à la perméabilité, de la même façon, on regardait un petit peu si les ouvrages étaient perméables. Donc ici, par exemple, effectivement, l'ouvrage est trop petit pour que les grands mammifères puissent passer en dessous. Il y a effectivement une banquette, mais elle n'est pas raccordée. Donc pour les petits mammifères, c'est compliqué de passer, enfin c'est même impossible. Et puis on a un courant qui est assez important, et donc effectivement pour les batraciens, c'est pas non plus optimal en termes de passage par en dessous. Par contre, pour tout ce qui est faune volante, chiroptère, là il y a effectivement entre guillemets assez peu de soucis, puisqu'il y a toujours possibilité de passage par le bas. On regardait aussi si il y avait possibilité de franchissement pour les poissons, parce qu'effectivement il y a des zones de barrage, et puis il peut y avoir aussi des zones où il n'y a pas assez d'eau pour permettre le franchissement. Donc derrière, il y avait des propositions d'aménagement, donc essentiellement sur les banquettes, sur les abords de l'ouvrage, sur l'accueil des chiroptères, je représenterai tout à l'heure, et puis éventuellement d'amélioration de la connaissance. Donc pour donner quelques exemples qui ne concernent pas les chiroptères, donc là par exemple, ce qu'on pourrait proposer, c'est effectivement d'aménager une petite banquette complémentaire qui permet d'assurer le liaisonnement. Pour les chiroptères cette fois, ou pour les oiseaux, ce qu'on pourrait proposer sur cet ouvrage qui est sur lequel on a quand même on va dire une vitesse assez importante, un trafic plutôt discontinu et assez important, donc ce qui est un petit peu la pire configuration, et des milieux intéressants à proximité. Donc là, il y a peut-être effectivement un intérêt à essayer de voir s'il est possible de mettre des palissades en bois sur cet ouvrage. Donc là, c'est un petit peu un exemple voilà, de diagnostic, et puis effectivement à la fin une évaluation du coût, alors toujours gradé, et puis de l'efficacité de cette mesure. Donc je vais effectivement pas vous présenter tous les résultats qu'on a pu mettre en place sur les différents territoires et sur les différents groupes faunistiques. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur la faune volante pour rester dans le timing. Donc effectivement, donc là je vais vous présenter les résultats sur le territoire de l'Arajois, donc un des 4 territoires étudiés. Donc, on voit effectivement, en gros, que par rapport à la faune volante, c'est pas des problèmes de connectivité au niveau de ces ouvrages. Bon, globalement, soit ils passent par au-dessus, soit ils passent par en dessous, mais ils peuvent passer. Alors, c'est pas du tout le cas pour les petits mammifères, où là, effectivement, je pense qu'il doit y avoir un tiers des ouvrages qui sont fonctionnels, qui permettent le passage. Par contre, en termes de risque, on a un risque qui est quand même relativement important, avec du guidage, avec des vitesses importantes sur presque la moitié des ouvrages. Et pour ceux dont le risque est faible sur ce territoire, c'est généralement soit lié à une absence totale d'intérêt écologique, puisque l'Arajois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même constitué alors, il y a quelques vallées alluviales, mais pour le reste, de grandes plaines agricoles. Voilà. Donc, soit les milieux sont pas intéressants, soit la vitesse est très limitée, ou bien soit l'ouvrage est très haut et donc ne présente pas potentiellement de danger. Alors les résultats, en fait, les actions qu'on a pu proposer en fait suite à ces diagnostics. Alors c'est soit des aménagements pour permettre le gîte des chiroptères, soit du travail en fait sur les. Effectivement, on retrouve des configurations qui sont assez proches. Donc là, on a de la même façon un secteur sur cet exemple-là où on a un trafic important, rapide, discontinu. On a une ripiscive qui est plutôt bien formée, qui aura tendance à guider. Et donc, on a des potentialités de collision qui sont importants. Et donc, éventuellement, un intérêt de mettre un couplage palissade et puis travail sur la structure paysagère. Alors,
Voilà. Un petit peu la même chose sur un autre ouvrage d'art, donc milieu intéressant, trafic rapide, où là effectivement on pourrait éventuellement essayer de travailler en mettant en place des jonctions de on va dire de houppiers de ripisylve, hein, donc la partie haute des arbres, pour essayer de faire une espèce de continuité, et en tout cas éviter d'avoir des structures plutôt basses arbustives qui pourraient on va dire favoriser des passages, des comportements de passage plutôt bas. Et voilà, et effectivement, photo de droite, bon, c'est un petit peu la même chose qui est illustrée. Là, on est sur des vitesses qui sont beaucoup moins importantes, sur un secteur beaucoup moins accidentogène et sur lequel, eh ben, effectivement, la palissade est peut-être complètement, même c'est superflu, on va dire. Donc, on a des éléments aussi un peu plus complexes. Photo de droite, les photos du guide du CEREMA, photo de gauche, effectivement un véritable ouvrage qui est végétalisé. Donc là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui permettraient de guider par le bas, mais il y a aussi des éléments qui permettent de guider par le haut. Et là, effectivement, en termes de préconisation, pour nous, c'est extrêmement compliqué, parce qu'effectivement, on travaille avec des personnes de la voirie dont le métier n'est pas forcément la préservation de la biodiversité, mais bien, on va dire, la sécurité routière ou le maintien du trafic. Et donc, on se bat, entre guillemets, avec eux pour maintenir des arbres le long des routes, pour des questions paysagères. Et du coup, il y a un discours qui est très compliqué à tenir. Si on commence à leur dire sur ce genre de configuration, bah oui, mais faudrait que vous ou tous les arbres qui sont à proximité des ouvrages d'art. Enfin, en gros, vraiment, c'est vraiment pas simple à mettre en place. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas tenté d'aller beaucoup plus loin avec les structures départementales parce que je voyais mal comment expliquer les réalisations à mettre en place, d'autant que c'est des choses qui sont très dynamiques. Hein. Si par exemple on prend cet exemple-là, donc là, admettons qu'on ait une configuration optimale. Si vous ne faites rien pendant 5 ans, eh ben vous avez une configuration qui devient buissonnante et qui est plus du tout favorable pour la faune. Donc là, l'idée, ça c'était plutôt d'essayer de travailler avec les gestionnaires de cours d'eau en fait. Puisque c'est eux qui sont vraiment les plus grands gestionnaires de ripisylve, entre guillemets, et de leur dire, bah, soit effectivement, on intervient en amont, plutôt et l'utilisation jusqu'à la route, ou bien on essaye de travailler avec des configurations soit haute, type up-over, mais a priori, bon, il n'y en a que des motifs, soit de rencontrer régulièrement ces cas-là et d'interagir. Le souci étant aussi que les départements, eux, n'interviennent que sur, on va dire, les 3, 4, 5 mètres qui sont à proximité de l'ouvrage pour la protection de l'ouvrage. Et donc, voilà, je pense que vraiment, la structure à sensibiliser là-dessus, c'est vraiment, pour moi, les gestionnaires de cours d'eau. Donc voilà, donc c'est un axe sur lequel on a relativement assez peu avancé parce que effectivement assez complexe. Donc, on a aussi travaillé sur un autre axe qui rejoint complètement la présentation d'avant et l'épaté de ce qui a été réalisé la présentation d'avant. Donc là, effectivement, ce qu'on a réalisé, c'est d'identifier en fait les potentialités d'accueil des chauves-souris. Alors sur les ouvrages du Pas-de-Calais, ils sont assez minimes.
minutieux sur tous les ouvrages. On a eu quasiment un tamponnage, un bouchage de tous les petits disjointements, même sur les ouvrages neufs, et donc des potentialités qui restaient globalement très faibles, mais vraiment très faibles. Donc du coup, on a plutôt essayé de travailler sur la mise en place de gîtes artificiels pour effectivement favoriser les choses. Donc on a travaillé avec la CMNF en visitant un certain nombre d'ouvrages. Donc voilà, donc on a là identifié un certain nombre d'ouvrages avec des priorités d'action qui correspondent aux potentialités et à la qualité des milieux connexes. Donc l'idée, c'était effectivement, pour ceux, quand ça existait, donc il n'y en avait pas beaucoup, c'était de préserver les espaces interstitiels, notamment en configuration été ou temporaire, voilà. Et puis d'installer aussi des nichoirs sur un certain nombre de ponts qui avaient été identifiés. Donc c'est un petit peu la même chose, hein, les nichoirs type Zweigler. Donc en deux positionnements, donc une positionnement en bas plutôt colonie d'été pour qu'il y ait un réchauffement maximal, voilà. Donc le bon côté du pont entre guillemets, et puis plutôt une configuration plutôt tamponnement thermique sous l'ouvrage bien protégé. Voilà. Et donc l'idée, c'était de suivre, d'aménager un certain nombre d'ouvrages et puis de les suivre pour voir si effectivement l'une ou l'autre configuration présentait un intérêt ou les deux. On a aussi tenté, photo de gauche, sur un pont métallique, de mettre en place des nichoirs. Donc là, on a soudé en fait dans la partie intérieure des éléments métalliques sur lesquels doivent s'insérer des nichoirs. Et là, l'idée, c'était de profiler un petit peu de la chaleur en fait, alors toute relative, hein, parce que ça reste le nord, hein, donc l'été sont chauds, mais c'est pas le sud de la France, et donc du coup de profiter un petit peu des capacités thermiques de cet ouvrage comme gîte d'été. Donc on a un petit peu fait le même travail pour nos voies vertes, hein, où on avait là des configurations un petit peu différentes qui ressemblent un peu plus à ce qu'on peut avoir dans des caves ou des blocos. Et donc là, l'idée, c'était de programmer des fermetures en fait pour limiter et tamponner en fait les variations de température et notamment en hiver. Donc ces travaux-là, en tout cas, enfin pas pour les voies vertes, puisque là effectivement c'était directement la direction de l'environnement donc qui gérait. Donc là on pouvait avoir des crédits et c'était plus simple d'aménager. Par contre pour les autres ouvrages, on est intervenu systématiquement en cas de travaux en fait. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que finalement, globalement, ça n'a pas vraiment coûté très cher. C'est juste, puisqu'effectivement, les échafaudages sont déjà là. En gros, il y a quelques vis à mettre, plus payer des nichoirs. Mais globalement, c'est vu le prix des rénovations globales, c'est vraiment une paille que ces aménagements. Donc, il n'y a pas eu forcément de suivis qui ont été réalisés à la suite, hein. Donc après, donc c'est des suivis qui sont prévus, mais on comptait se laisser le temps pour éviter pour laisser aussi le temps de la colonisation et du repérage par les chauves-souris. Voilà, donc mais c'est quelque chose qu'on avait en tête, mais je peux pas vous donner de résultats à ce jour-ci. Pour faire un petit bilan sur ce territoire-là, il y a eu 76 ouvrages étudiés. Il y avait du coup 3 ouvrages qui nécessiterait absolument de mettre en place des palissades. Donc, si on veut, on va dire, aller plus loin, il y en a d'autres qui pourraient être aménagés, mais il y en a au moins 3 sur lesquels ça serait vraiment nécessaire. Même si on n'a pas de données mortalité, vu les configurations, on peut se douter de ce qui peut se passer. Il y a 14 ouvrages qui présentaient des structures paysagères intéressantes. Donc, en gros, c'est un ouvrage sur 5. Et il y a 32 ouvrages qui permettraient d'avoir des structures paysagères qui pourraient être améliorées si on arrivait à se structurer pour le faire, quoi. Et puis 9 ouvrages qui pourraient être aménagés pour les chiroptères. Ça, globalement, sur les territoires, on a à peu près la même proportion. Sachant qu'effectivement, on est plutôt sur des ouvrages relativement neufs, hein, pour le département du Pas-de-Calais, et avec, comme je vous l'ai expliqué, pas mal de rejointements, donc des potentialités qui sont relativement faibles.
Donc, l'objectif, l'étape d'après, c'était de bien intégrer ces données écologiques. Et donc, nos collègues des ouvrages d'art, enfin mes ex-collègues des ouvrages d'art, avaient été en train de rééditer leur base de données. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir un onglet qui présentait, qui identifiait l'intérêt écologique et puis qui faisait référence à la fiche d'analyse et d'inventaire précitée. Alors du coup, c'est pas que pour les chauves-souris, hein, c'est pour la faune en général. L'idée, c'était de poursuivre sur d'autres territoires. Donc là, ils ont terminé cette année le territoire du Boulonnais, donc ça se poursuit. Et puis, effectivement, de réaliser au fur et à mesure un certain nombre d'interventions ou d'opérations de restauration des ouvrages d'art. Juste une dernière diapo pour vous montrer un petit peu comment on a pu travailler avec les équipes. Donc cette fois-ci, c'est les équipes qui s'occupent des grands travaux, hein, des grands travaux de routier, donc qui s'occupent des nouveaux ouvrages. Donc là, effectivement, on a essayé de travailler on va dire de manière transversale pour essayer de proposer des gîtes qui soient intégrés dans les ouvrages d'art. Alors effectivement, il y avait plusieurs modèles qui étaient proposés, mais qui correspondaient pas à la configuration de notre ouvrage d'art. Et donc, on a fini par proposer en fait alors je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu la photo de gauche. Donc pour faire suite à, on va dire aux cavités qui existent et qui sont souvent utilisées, on voulait proposer une cavité un petit peu plus grande pour éventuellement abriter des colonies un peu plus importantes. Et donc du coup, on a créé au sein de la corniche. Donc la corniche, c'est vraiment la partie qui est, c'est un peu le garde-corps, hein, pour simplifier. C'est la partie qui tient le garde-corps. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais bon, globalement, on va retenir ça. C'est la partie vraiment extérieure. Et donc, d'intégrer dans cette corniche une espèce de caisson en bois qui a vocation à faire in fine une réservation qui serait complètement durable dans le temps. Donc de la même façon, en fait, ça a coûté, on va dire, quelques centaines d'euros, alors peut-être 1 millier d'euros, je ne sais plus exactement les chiffres, mais globalement, vu l'opération générale, de la même façon, c'est vraiment une paille. Et donc, on a permis de créer ainsi deux blocs, donc pareil, qui doivent être suivis, mais techniquement, il n'y a eu aucun problème de mise en œuvre. On a pu totalement créer des cavités dans le béton. Alors, le seul regret qu'on a pu avoir, c'est que l'entreprise, alors pourtant, on avait bien fait les cahiers des charges, mais vérification de terrain un petit peu trop tardive. Et puis, de toute façon, une fois qu'ils avaient coulé, c'était quand même un peu compliqué sauf à pas les payer, à revenir là-dessus. Mais du coup, on était plutôt parti sur du bois exotique afin que ça soit un peu plus durable et qu'il y ait une meilleure longévité. Et donc, on est plutôt parti sur du bois non traité mais classique, et donc dont la durabilité sera un petit peu inférieure. Et donc, d'un point de vue thermique, c'est un petit peu moins intéressant que le bois. On va rester sur du béton et sur une réservation qui est relativement importante. Voilà. Donc, en tout cas, c'était un premier test. On n'avait pas forcément vu ça dans la bibliographie, donc je souhaitais vous en faire part parce que ça peut être aussi une piste intéressante en termes d'inclusion. Voilà. J'en ai terminé sur cette présentation. S'il y a des questions. Du coup, il y a une question de Monsieur Lenozaïc. Je lui laisse poser sa question. Ou alors, je peux la poser moi-même. Non, je crois que c'est bon. Vous m'entendez? Oui. C'était plus par rapport aux gîtes artificiels qui sont parfois proposés en compensation à l'extérieur des ouvrages. Je me posais la question de l'efficacité. Est-ce que quelqu'un avait du recul sur l'efficacité de ces ouvrages? Ce qu'on dit souvent, c'est du murane de Menton qu'on retrouve dans les ouvrages qui sont à l'intérieur de la voûte. Est-ce que ces gîtes artificiels, qui sont du coup parfois posés à l'extérieur, sur les parois, sont aussi efficaces? Est-ce qu'il y a eu le cas de colos qui se sont retrouvés dans ces types de gîtes ou pas? Alors, en fait,
nous, pour l'instant, on n'a pas eu le temps on n'a pas vraiment eu de retour, hein, parce que comme j'évoquais, bon, ça prend souvent un peu de temps à être colonisé. On est sur un secteur, la Rajoie, qui est pas forcément hyper favorable aux chiroptères. Donc, effectivement, pour nous, l'espèce cible, c'était vraiment le Daubenton. Voilà, on n'est pas sur des objectifs de fou, entre guillemets. Mais là, l'objectif, on n'est pas sur du réglementaire, hein. C'était vraiment une politique, on va dire, voilà, pour être en faveur Vous entends de la biodiversité. Donc, effectivement, le positionnement qui sont vous m'entendez ou pas? Alors moi, je vous propose… Ben non. Du coup, je vous propose plutôt de répondre dans le chat et on va commencer la dernière présentation. De toute façon, le temps file, si ça convient comme ça. Parce qu'on vous entend, okay. Monsieur Becker. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter à nouveau un cas de partenariat. Donc cette fois-ci concernant un partenariat donc, avec le département de l'Aisne pour la prise en compte des chiroptères dans les ouvrages d'art. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc le département de l'Aisne a la responsabilité à peu près de 1000 ouvrages d'art sur les routes départementales, avec un certain nombre de contrôles périodiques sur ces ouvrages, et puis chaque année, plusieurs dizaines d'ouvrages sur lesquels il y a des actions de travaux, de rénovation, voilà. Sur le département de l'Aisne, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a quand même de très nombreux ouvrages qui ont été impactés par les guerres de 14 et de 39-40, donc de nombreux ouvrages en pierre qui ont été détruits et qui ont été reconstruits donc, en ciment armé ou en métal, ce qui explique que sur notamment les grandes rivières, les grands fleuves, on est de nombreux ouvrages peu favorables à l'accueil des chiroptères, même si sur des ouvrages en ciment, on peut quand même avoir des interstices potentiellement occupés. On a quand même peu de ponts maçonnés en briques ou en pierre. Ces ponts concernent en général des franchissements de petite longueur. Donc voici une carte du département avec les 49 ouvrages qui ont été diagnostiqués depuis 2019, avec, vous voyez, seulement 11 ouvrages qui ont été identifiés comme des ouvrages favorables pour les chauves-souris, et qui concernent essentiellement, on va dire, des ouvrages maçonnés. Donc notamment sur la partie nord du département, où on a encore des zones bocagères, des zones boisées, la partie Thiérache, où on a des petits ouvrages maçonnés très favorables, d'autant plus important pour les chiroptères, notamment en hibernation, parce que c'est un secteur où on a très peu de sites souterrains. Donc voilà, la multiplicité de ces petits ouvrages d'art ont vraiment une importance pour l'hibernation des chiroptères sur ce secteur. Alors voici un petit exemple de ces petits ouvrages justement maçonnés qui potentiellement peuvent être occupés par les chauves-souris. Alors, pourquoi on en est arrivé du coup à ce partenariat avec le conseil départemental, qui est un partenariat vraiment récent, hein, seulement depuis 2019. L'origine des actions menées, donc diagnostic avec le conseil départemental, c'est en fait un rejointement malheureux sur un site d'hibernation, donc justement sur la partie nord du département de l'Aisne en Thiérache. Donc un entretien où tout le site a été entièrement rejointoyé, alors que c'était un site occupé par les chiroptères en hibernation. Donc vous voyez du murin latéraire, murin de Daubenton, du groupe moustache. Il y a eu une intervention de l'Office français pour la biodiversité et une demande
explicite de remise en état du site auprès du conseil départemental. Donc sur cette entrefaite, évidemment, le conseil départemental a souhaité mettre en place des procédures vraiment plus carrées pour prendre en compte les chiroptères dans le cadre de ces entretiens annuels d'ouvrages d'art et s'est rapproché du coup de Picardie Nature pour mettre en place des procédures annuelles donc pour la prise en compte des chiroptères lors de ces entretiens. Alors, le format aujourd'hui du partenariat, pour l'instant, on en est resté à un format sous forme de prestation annuelle. Donc, on est mandaté annuellement pour réaliser des diagnostics biodiversité sur une liste d'ouvrages dont les travaux sont prévus dans l'année. Et on a réalisé, du coup, depuis 2019, environ 25 diagnostics chaque hiver. Donc, ça nous fait, depuis 2019, 49 sites qui ont été diagnostiqués, à chaque fois accompagnés par les agents de la voirie du conseil départemental. L'idée, c'est que les agents locaux puissent vraiment avoir les éléments diagnostiques lors des visites sur le terrain. Donc, et après, évidemment, il y a également des fiches qui sont rédigées pour être intégrées dans la base de données du conseil départemental. À l'issue de ces diagnostics, on a eu 11 sites avec des recommandations à suivre et des suivis de chantier programmés. Je vais donc laisser Aurélien vous présenter justement ces accompagnements diagnostiques et toutes les mesures proposées au conseil départemental. Merci. Du coup, les ponts qui sont mis en travaux sur l'année à venir, enfin l'année qui arrive, sont toujours proposés vers novembre-décembre. Donc ça, c'est pour avoir la meilleure anticipation possible, dans le sens où une meilleure anticipation, c'est beaucoup mieux pour faire conserver de manière optimale les chauves-souris et pour faire coïncider les différentes conditions d'un point de vue de l'enjeu biologique, ainsi que les conditions, les contraintes qu'il pourrait y avoir sur le projet, les contraintes techniques. Donc voilà, la meilleure anticipation, c'est toujours bien mieux. Ensuite, on réalise du coup un diagnostic protégé en se rendant directement sur l'ouvrage vers janvier-février avec le responsable des travaux, donc le chargé de secteur qui est responsable et qui gère les travaux pour le pont. D'une part, ça permet un partage des connaissances, tout simplement. Nous, on expose nos connaissances sur les chauves-souris et eux, leurs contraintes, etc. par rapport au pont et puis leurs connaissances par rapport au pont. Des détails importants sur l'ouvrage. On va voir dans la suite qu'on avait un ouvrage, notamment un ouvrage de décharge où il y avait des fissures, je reviendrai dessus. Et c'était important de savoir que c'était un ouvrage de décharge pour justement éviter de faire une compensation en intrados, alors que le pont il allait être sous l'eau chaque hiver. Et voilà. Et après, des discussions autour des travaux prévus, notamment la nature et la période des travaux pour évaluer l'impact et pour que nous, on donne les recommandations pour la conservation des chauves-souris. Et voilà. Et après, on voit aussi des contraintes liées à leurs travaux, s'il y en a. Du coup, on fait une inspection en intrados et aussi en extrados, mais c'est surtout l'intrados qui est plus potentiel pour les chauves-souris. Au niveau des murs retour, des piles, des culées du pont, on utilise du coup la lampe et l'endoscope. Donc notamment, où est-ce qu'on peut retrouver les chauves-souris? Ça va être voilà, dans la corniche, comme ça a été déjà précisé, dans les interstices, les disjointements. Au niveau des murs qui s'effritent, en fait, les effritements de murs, on peut retrouver les gîtes de transit et les drains et les barbacanes qui servent à éviter que l'ouvrage accumule de l'eau, en fait, pour évacuer l'eau. Donc voilà, la potentialité. En fait, on essaye d'évaluer une potentialité de présence des chauves-souris, ou alors si on en voit directement, là, il n'y a même pas, c'est avéré, quoi.
En fonction des interstices présents, comme présenté juste avant, on extrait aussi directement des données de notre base de données au cas où le pont aurait déjà été inventorié les années précédentes. Ou alors, par exemple, c'est déjà arrivé qu'on voit qu'il y ait des chauves-souris qui étaient en chasse juste autour du pont. Donc, ça relève tout de suite la potentialité. Et on fait un peu une analyse de l'environnement global pour savoir si éventuellement, par exemple, il y a une grande forêt de ripiscives, ça va augmenter la potentialité. Si, pareil, on a des haies qui mènent directement vers le pont, ça va faire que le pont est un peu plus favorable à nos yeux. Et à l'inverse, si c'est un pont qui est en plateau avec beaucoup de champs autour et traversé par là, typiquement une voie de train, le pont n'était pas trop favorable. Et de base, là, le pont n'était pas favorable aussi parce que c'est tout en métal. Le métal, ça chauffe l'été, ça refroidit l'hiver. Et du coup, ça diminue la potentialité. Alors après, on l'a ouvert à d'autres espèces protégées parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait justement voilà, en faisant nos inspections, notamment régulièrement d'hirondelles rustiques avec des nids. Alors, ce n'est pas des grandes colonies, mais voilà, plusieurs nids quand même. Et des nids de bergeronnettes des ruisseaux qui se trouvent toujours au niveau du sommier du pont. Et là, le pont, justement, il y avait des nids de bergeronnettes des ruisseaux, mais aussi des nids d'hirondelles rustiques. Donc, voici le compte rendu. Alors, une partie du compte rendu qu'on leur rend, avec notamment tout d'abord l'environnement, un peu ce que nous on évalue de l'environnement. Ensuite, les travaux qui sont programmés, un rappel, donc la nature, la période, des précisions qui peuvent être jugées utiles par rapport au pont, la nature un peu, des précisions autres. Donc la période, ça correspond aussi, quand ça va être fait, mais aussi combien de temps. Un peu ensuite ce qu'on trouve, est-ce que les potentialités, c'est plutôt gîte d'hibernation, plutôt gîte de maternité ou plutôt gîte de transit ou pas. Et ensuite, en fonction de ça, on voit un peu les recommandations qu'on peut faire pour la prise en compte optimale de ces espèces. Donc les recommandations, elles dépendent de la nature et de la période des travaux. Par exemple, on peut avoir des travaux qui a priori ne sont pas impactants, du style refaire le garde-corps ou alors refaire la couche de roulement au-dessus, le béton, les trottoirs, etc. Sauf que si justement, nous, on évalue une potentialité, par exemple, de maternité et que les travaux sont faits pile entre juin et août, ça crée un dérangement, même en intrados, à cause des vibrations des interstices. Donc, on va plutôt le décaler en septembre-octobre. Après, c'est vrai que si possible, on essaye d'intégrer si possible, en fait, les contraintes qui sont liées au projet. Si pas possible, tant pis. Du coup, si possible, c'est notamment, moi j'appelle ça des conditions sociales, dans le sens où, par exemple, dans l'Aisne, il y a une grande campagne betteravière et il y a des camions très lourds qui doivent passer obligatoirement sur certains ponts. La campagne betteravière, ça se passe justement entre septembre et octobre. Donc, en fait, c'est une contrainte que les agents veulent intégrer, à voir si justement c'est compatible avec les enjeux biologiques. Ainsi qu'une autre contrainte, c'est par exemple éviter d'enclaver tout un village. Et du coup, les travaux se passent plutôt en période de vacances en juillet-août. Donc, à voir si c'est aussi possible d'intégrer. Donc, les mesures, ensuite, on propose, typiquement, on met en place la mesure, la séquence ERC. D'abord, les mesures d'évitement, c'est éviter de boucher les fissures si ça peut ne pas être bouché. Ensuite, les mesures de réduction de l'impact, ça va être choisir la meilleure période. Donc, la meilleure période, c'est entre septembre et octobre, après les maternités. Et enfin, éventuellement, si par exemple des fissures doivent être bouchées obligatoirement, inévitablement, et que ça se passe en période de maternité, alors justement, on avait trouvé des potentialités de maternité, alors on les bouche quand il n'y a pas de chauve-souris pour être sûr qu'il n'y ait pas
de chauves-souris pour être sûr qu'il n'y ait pas de destruction directe des travaux. Mais on passe avec un endoscope, avec une lampe, etc., avant de boucher ces fissures. Et enfin, la mesure de compensation de l'impact. Donc là, je reviens justement à l'intérêt d'être avec le chargé de secteur, en plus du partage de connaissances, etc. Par exemple, cet ouvrage, c'était un ouvrage de décharge, chose que je ne savais pas, enfin, c'est le chargé de secteur qui me l'a dit, donc ça veut dire que en période de crue, tout est inondé en fait. Donc, on avait trouvé des fissures qui auraient pu être des gîtes potentiels d'hibernation, sauf que vu que l'ouvrage il est complètement inondé, on en a fait plutôt des potentialités de gîtes de transit, et on a oublié l'hibernation, donc en fait on l'a compensé par un grand gîte artificiel, puisque les fissures devaient inévitablement être bouchées dans le cadre de la rénovation de l'ouvrage. D'autres compensations, c'est du coup là on a avant et après travaux de rejointoiement des interstices. Donc là ça a été des briques creuses. Alors ce qu'on conseille, parce que c'est connu par la bibliographie, par ce qui a été déjà fait, c'est plutôt de mettre des briques alvéolées. Là elles ne sont pas alvéolées, mais c'est ce qu'on conseille. Maintenant on les fournit. Et on les fournit aussi d'ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on aimerait aussi aller vers, mais on n'y est pas encore, c'est d'intégrer des grands gîtes artificiels lors de reconstruction totale du tablier du pont, par exemple. Donc ça, c'est les gîtes de l'association Faune et Espace. Et ça, c'est des gîtes qui se mettent plutôt dans les culées du pont, mais on n'y est pas encore bien. Au niveau de l'ouverture à d'autres thématiques, c'est notamment d'une part la pollution lumineuse, où justement sur un ouvrage d'art, on avait dans haute précision jugée utile la possibilité de mettre un système d'éclairage sur l'ouvrage, sur une passerelle. Donc ça aurait été de faire des propositions justement pour modérer en fait la pollution lumineuse que ça engendre. Ensuite, ça va être aussi au niveau des corridors biologiques de déplacement. Tout à l'heure, j'ai parlé justement des espèces un peu autres, donc les oiseaux protégés, hein, qu'on met au courant. Le conseil départemental de leur présence. Après, par exemple, typiquement là, on a estimé qu'il y avait des amphibiens qui pouvaient passer, donc on leur a demandé de faire un radier plutôt en argile pour éviter que les amphibiens se dessèchent lors de la traversée. Donc voilà, c'est des nouvelles thématiques qu'on essaye aussi de mettre en œuvre dans les fiches diagnostiques qu'on rend au conseil départemental. Alors les suivis, c'est vrai que c'est relativement récent cette convention, donc on n'a pas encore trop de retours, mais par contre on compte faire les suivis, on compte les réaliser dans les années qui arrivent. Enfin, c'est prévu. Maintenant, en fait, c'est pareil, les nouvelles ouvertures, c'est en fait le conseil départemental, il a un bureau d'études qui s'appelle l'ADICA et qui fait justement les études sur les ponts, etc. Et maintenant, l'ADICA conseille aussi les mairies qui ont la gestion, elles, de leurs ponts. Et du coup, l'ADICA l'a intégré aussi dans l'ensemble des études qu'ils doivent faire, de faire des études de la biodiversité sous les ponts. Donc maintenant, c'est carrément des communes sous les conseils de l'ADICA qui nous appellent pour qu'on réalise justement ce type d'études. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouais. Alors, il y a Anthony qui prend la parole. Du coup, allez-y, Anthony. Oui, alors j'ai une question c'est par rapport à la sensibilité qu'ont les agents vis-à-vis des fissures dans les ouvrages d'art. Nous, en Charente, le service ouvrage d'art, les fissures, ils appellent ça des désordres. Et donc, ils ne veulent pas de désordre dans les ouvrages d'art. Donc, la moindre petite fissure, dans leur logique, il faut la boucher. Donc, on est en train de travailler sur cet aspect-là pour qu'ils essayent d'en conserver au maximum. J'avoue que c'est pas simple. Ça avance, mais c'est assez compliqué.
Voilà, et on est d'accord que bon, dans l'ordre de priorité, l'objectif est de conserver les fissures en l'état. Si vraiment c'est pas possible, bon, les boucher à la bonne période et installation de gîtes artificiels. Mais l'objectif est quand même de limiter ça. Moi, je me pose la question d'un point de vue technique. Là, c'est peut-être plus les agents du département qui peuvent y répondre, mais dans quelle mesure est-ce que chaque fissure est problématique pour un ouvrage ou est-ce qu'il est vraiment possible de laisser des fissures sans mettre en péril la sécurité de l'ouvrage? Je ne sais pas si vous avez des retours du travail dans vos départements respectifs avec les agents. C'est compliqué de répondre à cette question. Après, c'est vrai que parfois, nous, on en laisse quand même des interstices. Je peux intervenir, hein, je suis Denis Le Petit, hein, département de Loire-Atlantique, hein, puisque effectivement, on entretient les ouvrages, on a des ouvrages qui ont des fissures. Effectivement, toutes les fissures ne sont pas impactantes. Hein, tous les ouvrages normalement sont surveillés, savoir si la fissure elle est ancienne, très ancienne, qu'elle ne bouge pas, et puis que ça ne génère pas de soucis particuliers, elle peut très bien rester. Voilà. Alors, ce qu'on appelle fissure, attention, parce qu'il y a un disjointoiement, c'est pas des fissures. Hein, il y a deux choses. Hein, il y a le disjointoiement et il y a les fissures. Sur le disjointoiement, c'est pareil. Tant que les pierres ne tombent pas, c'est bon, quoi. Hein. Donc, il faut bien surveiller. On peut très bien laisser quelques interstices. Effectivement, on ne peut pas laisser un ouvrage avec plein de disjointoiements partout. Hein. Il faut effectivement privilégier des zones bien particulières, les moins impactantes, et puis des endroits qui ne posent pas de problème. Autrement, les fissures, c'est ça. Bon, il y a différents types de fissures. Hein. C'est surtout sur les ouvrages en maçonnerie pierre, hein, puisque les fissures sur les ouvrages en béton, c'est complètement différent, hein, puisque ce sont des fissures qui sont beaucoup plus petites. Les chauves-souris ne peuvent pas aller dedans. Hein. Mais sur les ouvrages de pierre, c'est ce qu'on appelle des fractures, d'ailleurs. Hein. Donc, effectivement, si on a un bandeau qui commence à se décoller, là il faut intervenir. Voilà, si je peux avoir répondu à la question. On va donner la parole à Benjamin Memlafleur. Oui, je voulais revenir un petit peu sur ce que je mettais dans le chat, sur la grande hétérogénéité qu'il y a globalement, et d'ailleurs ça vient d'être illustré parfaitement entre les deux échanges qui viennent d'avoir lieu, c'est-à-dire, voilà, nous on l'a constaté aussi par le passé, la moindre petite fissure, voilà, personne ne voulait trop prendre la responsabilité, donc on était plutôt sur comment on va compenser ça, au départ éviter la casse, ensuite compenser, voilà, et maintenant on est plutôt on arrive plutôt à conserver. Après, voilà, je me pose vraiment la question enfin, je serais une chauve-souris, je me dis, je choisirais mon département, voilà, c'est eux qui viennent d'être présentés, par exemple. Et d'autres, je ne les choisirais pas, et je ne donnerai pas d'exemple pour ce qui concerne les Pays de la Loire que je connais mieux. Voilà. Et moi, je suis un peu, enfin, je ne sais pas comment on pourrait faire. Est-ce qu'il existe des formations CNFPT pour les agents? Est-ce que le guide de Loire-Atlantique, ça m'intéresse beaucoup? Est-ce qu'il faut qu'on diffuse des diapos? Mais voilà, je trouve quand même assez incroyable qu'il y a une telle différence entre chaque département, alors que à la fois sur l'aspect réglementaire, ça a été rappelé aussi, mais aussi sur l'aspect politique publique, on va dire, avec le plan d'action. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait se faire. Donc, je ne sais pas, là aussi, les échanges sur, voilà, qu'est-ce qu'une fissure, qu'est-ce qu'on conserve comme fissure ou pas. Voilà, je ne sais pas, les différents interlocuteurs qui sont présents, qui ont des regards, voilà, à la fois, je dirais, institutionnels, associatifs, autres. Voilà, comment on pourrait essayer de solutionner ce fait-là, parce qu'on voit ce qui marche bien, mais on ne voit pas ce qui ne marche pas. Merci. Du coup, j'aimerais te répondre, Benjamin, Sophie de Picardie Nature. En fait, moi, de ce que je vois là-dedans, c'est que là, on partage ensemble des solutions qui fonctionnent. Et après, justement, pour moi, c'est du grain à moudre pour les personnes qui ont du temps dédié au PNA, pour aller militer, faire du lobbying, harceler des gens pour avoir des rendez-vous. Enfin, je dis harceler, je mets des guillemets, mais c'est batailler ferme pour dire non, non, regardez, ça fonctionne, ça marche ailleurs, donc dans votre département, ça peut fonctionner aussi. Et je rappellerai juste l'origine de pourquoi chez nous, alors chez nous, je vais parler pour la Picardie, on a 3 départements. Il y en a un qui est le département de l'Aisne, avec qui, oui, aujourd'hui, on a un travail vraiment co-construit avec les services de voirie.
Et on a des gens sur le terrain qui sont hyper motivés et qui sont même à faire des plus biodives. Des fois, même quand il n'y a pas d'impact ou un beau potentiel environnemental, on fait des plus biodives, on rajoute des gîtes là où il n'y avait rien du tout. Mais on se souvient que ça vient en fait d'un pont qui a été détruit avec une quinzaine de bêtes. Donc, pour la précision, ce pont, on vient de l'aménager, on vient de le restaurer cette semaine. Donc, enfin, c'est fait. Mais à l'origine, on part d'un événement de destruction. Il n'y avait pas de volonté politique de le faire. Et parce qu'on a eu une implication de l'OFB et un rappel de la loi, maintenant, on a des gens qui ont compris et qui ont intégré ça dans leur organisation. Et là, même nous, au sein de notre ex-région Picardie, là, on prend aussi notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer nos 2 autres départements. Et ce n'est pas faute de batailler ferme. C'est souvent un peu mis, comment je dirais, sous le tapis, ces questions-là. Moi, tous les départements, je les ai rencontrés. Certains ont accroché, voire ont été moteurs. On l'a vu avec la Loire-Atlantique. Là, ils nous ont même dépassés. Nous, on était un peu les premiers parce qu'il y avait quelqu'un qui était sensibilisé à ça. J'y suis pour rien du tout, moi, qui était vraiment branché chauve-souris dans les services, donc ça avait bougé comme ça. Effectivement, l'aspect réglementaire, je ne sais pas, est-ce que il n'y a pas de réseau des gens qui travaillent sur les ouvrages d'art qui pourraient faire valoir cette chose-là à l'échelle nationale. Il y a des pratiques aussi, typiquement quand vous disiez, bon, la procédure, c'est travailler en amont, voilà, N-1, N-2. Nous, notre département, on a beau travailler là-dessus depuis, je sais pas, 15-20 ans, voilà, les expertises sont faites en début d'année, donc de toute manière, nous on fait les expertises d'ouvrage, hein, le programme des travaux est établi en début d'année, et donc on est coincé, nous on se retrouve à faire ça en cours d'année, donc il y a un tas de choses et on n'a pas de latitude, on ne va pas leur dire c'est pas bien ce que vous faites alors que c'est toujours mieux que rien. Ah oui. Mais voilà, un autre écho des autres collègues, voilà, je vais le dire très tranquillement, des autres départements, serait certainement quelque chose qui faciliterait la prise en compte, quoi. Moi, si je peux intervenir encore, hein, je suis Denis Le Petit. Hein. Donc, il existe de toute façon des réseaux, hein, puisqu'on a des réseaux, hein, des clubs d'entretien d'ouvrages d'art, hein, notamment par le biais des Cotita. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, les Cotita, hein, ce sont les comités techniques sur l'ensemble des actions sur les infrastructures. Et c'est piloté par le CEREMA. Donc, effectivement, il faudrait peut-être contacter le CEREMA qui, dans chaque interrégion, parce que les CEREMA, il y a 8 interrégions, je crois que c'est ça, et qui anime les clubs ouvrages d'art sur lesquels, moi, je vois en Pays de Loire-Bretagne, par exemple, et bien là, de temps en temps, effectivement, on a des rencontres, des journées techniques qui sont prévues sur des thèmes de gestion et d'entretien et de construction d'ouvrages d'art, et quelquefois, on a bien une journée technique sur un thème de biodiversité. Si je vais un petit peu plus loin dans votre raisonnement, effectivement, c'est une entrée intéressante. Moi, je suis intervenu, ça n'a rien à voir, mais ça peut être la même démarche sur le réseau offert, là, récemment, donc le réseau de ceux qui font de la rénovation énergétique, peu importe, mais l'idée dans notre intervention, c'était, donc, il y avait moi qui intervenais sur l'aspect qu'est-ce qu'un plan d'action et les espèces, tout ça. Il y avait quelqu'un sur les aménagements techniques, ce que vous venez de nous présenter, le concret, et puis il y avait l'Adréal sur l'aspect réglementaire. Et est-ce que ça ne serait pas ça qu'il faudrait proposer au Cotita, là, d'avoir quelque chose où on a, je ne sais pas, le CEREMA qui serait sur des aspects très techniques, les assos aussi sur des retours d'expérience, et puis derrière, voilà, qui est quand même quelqu'un qui dise, comme là on évoquait l'OFB, qui dise l'état de la loi, en fait, sur ces sujets-là, et que c'est pas au bon vouloir voilà, des départements. Voilà. Après, on va plus ou moins loin, mais au moins, ça ne peut pas être mis de côté, quoi. Tout à fait, tout à fait. Hein. De toute façon, les journées techniques, c'est souvent organisé comme ça, hein, c'est-à-dire avec la partie réglementaire, la partie administrative, la partie technique. Oui, non, pas de problème. Hein. Moi, je veux bien faire l'écho sur les Pays de la Loire, hein, mais il faudrait que dans chaque région, ce soit fait. Eh bien, je veux bien pour les Pays de la Loire, ouais. Je suis preneur, je garde, voilà. D'accord. Merci. D'accord. D'accord. Je remonterai ça au CEREMA et au secrétaire.
On va prendre une toute dernière question de Olivier Pichard. Oui, justement, Olivier Pichard du CEREMA. Juste pour dire que effectivement, dans la vidéo, voilà, dans les différents CEREMA, ces questions sont abordées. Alors, c'est plus les quotidiens maintenant, c'est les conférences des territoires, ça a été renommé, mais enfin, c'est le même esprit. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de faire partager les expériences au niveau local entre les collectivités, l'État, etc. Donc, c'est un travail d'animation qui est effectivement fait selon les CEREMA, selon les thématiques développées par les CEREMA, puisqu'il y a aussi certains CEREMA ont un petit peu des spécificités. Mais en tout cas, c'est effectivement un bon échelon à contacter pour tous ces sujets-là. Ok. Une petite proposition. Après, c'est les associations, on est aussi un peu des poils à gratter pour faire avancer le sujet. On s'appuie sur la réglementation qui est essentielle, mais quand on trouve des choses, eh ben, après, on peut mettre en mouvement les acteurs. Et là, j'ai envie de dire, c'est aussi à nous d'informer nos réseaux. Les gens qui aiment faire du terrain, ben, bougez-vous sur le terrain, saisissez vos données, suivez des sites. Et je ne le souhaite pas, mais quelque part, quand ça fait avancer les choses, découvrir un site où il y avait des chiro ou un potentiel et qui est détruit, ben, là, pour nous, c'est le levier qui nous a permis d'agir. C'est une autre façon de poil à gratter qui essaie de faire avancer le sujet. Bon, bah. Merci à tous du coup pour votre attention pour cette table ronde.